monde l'attendait dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, Hillary Clinton, mais finalement, c'est Donald Trump qui a remporté la présidentielle aux États-Unis. Le pays de l'oncle Sam donc devra investir le 20 janvier prochain Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, et les pronostics ont été complètement et totalement déjoués. Nous y reviendrons en page internationale dans cette émission. Et puis nous recevrons sur ce plateau Valentin Diboucha. Bonjour au partage. Bonjour au passage, j'allais dire. Valentin Diboucha, un invité de marque. Absolument, nous recevons le préfet qui a été longtemps annoncé. Nous avons pu donc l'avoir, forcer son calendrier pour son agenda pour pouvoir donc le retrouver sur ce plateau ce matin. Il est déjà dans nos studios parce qu'il a promis d'être là à l'heure et il l'a fait. Merci donc au passage. Bonjour Modeste Dossa Anouanou, bonjour amis téléspectateurs. Merci Valentin Diboucha, vous l'avez annoncé, le préfet, il est bel et bien présent dans ce studio. Nous l'aurons avec nous tout à l'heure, après la première tranche de l'information qui sera présentée par Brice Bill Aïtchédji. Alors, de l'autre côté, j'ai le rossignol du palais de la présidence de la République. Oui, le chef de l'État en déplacement, mais lui, il est avec nous ce matin. Nous aurons le compte-rendu de ce déplacement du chef de l'État, certainement dans nos prochaines éditions. Roméo Alitanou, tout le plaisir est pour moi de te recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir renouvelé, un Modeste Dossa Anouanou, Valentin Diboucha, à mes fidèles téléspectateurs de GovTV Africa, à vous qui nous faites chaque week-end l'honneur de nous suivre. Nous sommes donc là pour 30 minutes d'actualité, d'analyse, de décryptage. Nous allons faire l'actualité nationale, continentale et internationale. Et ce sera toujours avec le même plaisir, Modeste Dossa Anouanou. De l'autre côté, Dei Fapriste, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, oui, il est là. Oui, notre prêtre féticheur, si vous permettez que je m'exprime en ces termes. Alors, je lui dis au passage un petit bonjour également, puisque c'est lui qui aura le crachoir tout à l'heure, et bien pour nous fixer sur les informations. Bonjour Brice Bill Aïtchédji. Bonjour Modeste Dossa Anouanou, bonjour le plateau, bonjour aux amis téléspectateurs qui ont pris le rendez-vous de Money Live ce samedi. Alors, la transition au niveau de la baie vitrée, de l'autre côté, commandée par celui dont je vous dirai le nom à la fin de cette émission, la transition pour nous permettre donc de suivre la tranche de l'information. Voilà, Brice Bill Aïtchédji, vous avez désormais le crachoir pour la première tranche de l'information dans cette émission. Nous parlerons de la descente jeudi dernier du ministre du Cadre de Vie dans plusieurs quartiers de la ville de Cotonou. Objectif, informer les populations installées sur le domaine public de l'opération de déguerpissement prévue pour le 31 décembre prochain. Hors des frontières béninoises, les États du monde se sont réunis à partir de lundi dernier à Marrakech pour s'accorder sur l'application de l'accord de Paris qui, pour la première fois, a vu la communauté internationale s'engager contre le dérèglement du climat. Nous ne manquerons pas d'évoquer en interactualité l'élection aux États-Unis. Donald Trump, nouveau président des États-Unis, vous le savez déjà. Donald Trump a indiqué qu'il penserait les plaies profondes du pays et qu'il serait le président de tous les Américains. Bonjour, bienvenue. On démarre par la descente jeudi dernier du ministre du Cadre de Vie dans plusieurs quartiers de la ville de Cotonou. L'objectif d'informer les populations installées sur le domaine public de l'opération de déguerpissement prévue pour le 31 décembre prochain. Le reportage. Opération de marquage des établissements installés sur le domaine public artificiel et naturel à Cotonou. Après l'échéance donnée par le gouvernement à la date du 31 décembre, le ministre du Cadre de Vie sensibilise et informe que cette fois-ci, le délai sera respecté et que l'opération de déguerpissement à la date du 31 décembre aura lieu si les populations ne prennent pas les dispositions. Les occupants de ces établissements marqués doivent donc dégager un dernier avertissement donné par l'exécutif, mais en présence des autorités de la mairie et de la préfecture. Depuis le 15 juin, le gouvernement a donné un ultimatum jusqu'au 31 décembre à tout occupant du domaine public artificiel et naturel. Naturel s'entend les couloirs d'écoulement, des exutoires naturels qui font que nous sommes plus ou moins plus inondés aujourd'hui qu'hier.
Donc nous sommes à la 3e étape. On avait fait un point de presse, vous vous souvenez, avec le ministre d'État chargé du plan pour informer de la décision. Ensuite, il y a de cela 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, je suis descendu sur le terrain avec le préfet pour sensibiliser directement les occupants de certains espaces publics pour leur dire que cette fois-ci, l'échéance de 31 décembre doit être respectée. C'est 31 décembre, dernier délai pour libérer le domaine public. Ça veut dire qu'à partir du 31 décembre à minuit, nous sommes fondés pour dégager tous les occupants de domaine public. Ce que le gouvernement ne veut pas faire. Le gouvernement ne veut pas brutaliser les occupants. Ils ont suffisamment de délai. Alors, pour qu'on ne dise pas, moi je n'ai pas été au courant, je n'ai pas été suffisamment informé, nous sommes là pour marquer. Pour que chaque occupant concerné se connaisse et sache qu'avant le 31 décembre, il doit dégager. Nous sommes dans la démarche d'une salubrité urbaine, publique. Vous avez le préfet est là, le maire de la ville, le premier adjoint de la ville de Cotonou est là. Et au même moment, cette opération se passe dans plusieurs villes du Bénin, Abomey-Calavi, Ouida, Semenpodji, Porto Novo, même Parakou est concerné. Donc c'est une opération publique pour donner le dernier avertissement. Pour la mairie et la préfecture de Cotonou, c'est une opération salutaire. Elles disent vouloir accompagner entièrement l'État central pour un cadre de vie plus sain. Et je crois que les 52 artères qui ont été identifiées pour être nettoyées le seront dans le temps requis. Nous n'avons pas du tout d'appréhension. Le 2 janvier, ça va être un bon nettoyage qui sera fait si éventuellement les populations par elles-mêmes ne choisissent pas de partir. Ce n'est pas de la brutalité, bien au contraire. Le développement, le cadre de vie se sent au quotidien dans notre environnement immédiat. Et notre environnement immédiat est constitué d'occupations illégales. Davantage qu'il faille que par eux-mêmes qu'ils puissent enlever les infrastructures qui sont illégalement installées dans le domaine public artificiel. Cela étant, je pense que, comme le MIL l'a si bien souligné, c'est une œuvre de salubrité publique, de tranquillité publique et de sécurité publique. Un homme averti en vaut plusieurs. Ainsi, l'État central entend jouer son rôle et garantir aux populations, ceci malgré elles, un cadre de vie sain et adéquat. Didier Tonetto l'a dit et redit, ceci est un dernier avertissement. Direction le palais de la présidence de la République pour parler de la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement qui s'est tenue mercredi sous la présidence effective du chef de l'État. Plusieurs dossiers ont été examinés, dont la construction d'infrastructures routières, la visite au Bénin à compter du 14 novembre 2016 d'une délégation de la République d'Azerbaïdjan, conduite par le vice-président dans le cadre d'une coopération sud-sud. Nous vous proposons de suivre en nouvelle diffusion la substance du point de presse animé à cet effet par le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki. Le secrétariat climat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, agissant pour le compte du cadre de partenariat de Nairobi pour l'Afrique, a saisi le gouvernement de notre pays pour solliciter l'organisation à Cotonou en juin 2017 du Forum africain de carbone. Le Forum Afrique Carbone est une réunion continentale qui a pour finalité de contribuer à l'amélioration du niveau de participation des pays africains à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. L'organisation de la 3e édition de ce forum, après les éditions de Dakar en 2008 et Kigali en 2016, va créer des opportunités pour l'accès au financement climatique et permettra également de nouer des partenariats avec de potentiels investisseurs, les promoteurs de projets locaux et les acteurs du marché de carbone. La Convention des parties, qu'on appelle maintenant COP 22, qui se tiendra prochainement au Maroc, va offrir l'occasion au Bénin de faire l'annonce du choix porté sur le Bénin et l'acceptation de ce choix par le gouvernement
pour abriter les travaux du Forum africain du carbone, édition 2017. Cela se déroulera à Cotonou du 28 au 30 juin 2017. Réception de patrimoine immatériel. Le professeur Gilbert Rouget se propose de mettre gracieusement à la disposition de notre pays les documents qui représentent la somme de bons résultats scientifiques qu'il a obtenus durant plusieurs années de recherche sur certains peuples du Bénin, notamment Yoruba et Goum. Le professeur Rouget est l'un des meilleurs chercheurs ethnomusicologues français. Il a ainsi constitué depuis 1952 une banque de données scientifiques et donc un patrimoine qu'il accepte de léguer à notre pays. Par ailleurs, Madame Caroline Gauthier a œuvré pour la mise en place d'un master en patrimoine culturel au Bénin, à l'ENEAM, et pour l'obtention par le Bénin de l'appui de France UNESCO pour la finalisation de la route de l'esclave en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quant à Madame Giovanna Antoini et Monsieur Tito Giovanni Spini, ils sont deux anthropologues italiens qui se sont investis dans les années 80 dans des recherches et la documentation sur le site des palais royaux d'Abomey. Leurs travaux ont abouti à la rédaction de la justification de la valeur universelle exceptionnelle de ces biens inscrits depuis décembre 1985 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Conseil des ministres, prenant acte de ces différents apports, a salué l'action désintéressée de ces 4 personnalités. Le Conseil a autorisé la réception par le ministre du Tourisme et de la Culture et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération des documents scientifiques et leur transfert au Bénin. Le Conseil a en outre autorisé la réception dans l'ordre national du Bénin du professeur Gilbert Rouget, de Madame Caroline Gauthier, de Madame Giovanna Antoini et de Monsieur Tito Giovanni Spilini. Construction d'infrastructures routières. Il s'agit des axes suivants: Ketu, Idigny, Igbodja, Savé, à peu près 86 km. Deuxième axe, Omu, Iladji, Mossou Kagbe, Ayetonian, 26 km et demi. Savé, Okeoyo, frontière Nigeria, 26 km. Le Bénin a sollicité le soutien financier du Brésil pour la construction de ces 3 axes routiers d'une longueur totale de 118 km afin de poursuivre les actions d'extension et de modernisation des infrastructures dans notre pays. En décembre 2012, le gouvernement a signé un mémorandum d'entente avec le groupe Consorcio Constructor de Estrades, suivi de la signature en novembre 2014 d'un protocole d'accord dans lequel il est indiqué que le projet sera financé sur le prêt autorisé par la Banco do Brasil pour un montant de 188 millions de dollars US, soit approximativement 113 milliards de francs CFA. La contrepartie béninoise au financement de ces infrastructures sera de 10 millions de dollars des États-Unis, mais compte non tenu du coût des dédommagements des présumés propriétaires qui se trouveraient dans l'emprise de ces axes, et compte non tenu également du coût du déplacement des réseaux.
Le Conseil a autorisé la signature à la fois de cet accord de prêt d'un montant de 188 millions de dollars des États-Unis et du contrat de marché avec le consortium pour l'aménagement et le bitumage des 3 axes routiers dont je viens de parler. Et enfin, au point 6, le Conseil a autorisé la visite dans notre pays d'une délégation de la République d'Azerbaïdjan au Bénin le 14 novembre 2016. Cette délégation sera conduite par le vice-président de la République d'Azerbaïdjan. On parle à présent de la décision du préfet d'interdire, du préfet du littoral, d'interdire la circulation aux motocyclistes dans les environs de Ganri et de Missebo, qui avait été fortement décriée du fait de la présence d'un hôpital et d'un lycée dans la zone. Fort heureusement, l'autorité a revu quelques aspects de cette interdiction au grand bonheur des usagers de cette zone. Nous avons fait le constat. La décision du préfet interdisant la circulation des motos sur les axes desservant les zones commerciales de Ganri et de Missebo a été pénible pour les usagers de ces marchés. Nous avons constaté que nos enseignants ont commencé par traîner les motos comme tout usager et aussi les élèves aussi étaient aussi dans les cas. Donc ce qui fait que ça avait un effet, comment on appelle, avait un effet un peu négatif sur les activités scolaires. À savoir, c'est que les enseignants qui traînaient la moto de la rue jusqu'au lycée, arrivaient ici, d'abord, ils sont un peu en retard, et aussi, ils ne démarrent pas le cours à temps. C'était une chose que nous avons déplorée parce que les enseignants qui ont cours ici et qui sont à moto ne peuvent pas descendre de leur moto et aller à pied jusqu'à arriver au lycée. D'abord, lorsqu'ils font ça là, ils perdent le temps. D'accord. Et qui plus est encore, ici c'est un centre d'examen. Vous savez que le lycée est un centre d'examen. Si par exemple on organise un examen et que les enfants, en venant aux différents examens, doivent être descendus au niveau du carrefour et marcher de là-bas jusqu'au lycée, ils peuvent accuser du retard et nous ne serons plus acceptés dans les salles d'examen. Donc nous avons effectivement déploré le fait. Cette décision n'a pas été bien réfléchie parce que malgré qu'ils ont dit qu'il ne faut pas que les engins rentrent dans le marché, les gens continuent toujours à opérer. Et ça a eu un impact, un grand impact sur notre vente. On ne vend pas. On ne vend pas les gens parce que les Béninois, les émigrants nous ont déjà gâtés au Bénin. Donc les gens ont la paresse de venir au marché, de venir acheter, mais transporter les choses pour aller jusqu'à sur le goudron pour aller prendre du zèbre. Donc ils préfèrent rester dans les quartiers et acheter. Fort heureusement, cette décision a été revue, ce qui a soulagé en partie la peine des populations de Cotonou, notamment des usagers de ces marchés. Elles en ont profité pour faire des suggestions. Mais néanmoins, il faut reconnaître que cette décision du préfet a quand même un impact positif dans l'environnement de Missebo et vers le marché où on n'a pas constaté de cas de vol depuis cette décision jusqu'à ce jour. Même quand on a fait la levée, puisque la levée a été faite suite à des discussions, à des négociations, et le préfet a vu la pertinence de la chose pour pouvoir prendre cette décision-là. Mes impressions, elles sont bonnes parce que du fait qu'ils ont autorisé aux motocyclistes à passer, c'est une bonne chose parce qu'avant on ne vendait pas. Il n'y avait pas le marché, il n'y avait pas d'affluence comme avant, quand ils avaient interdit. Mais dès qu'ils ont autorisé, on a constaté qu'il y a une amélioration. À la place de ces décisions, il faudrait peut-être mettre les appareils vidéo un peu partout dans le marché. Vous comprenez, c'est la meilleure décision de mettre les appareils de surveillance un peu partout dans le marché. Cette décision va peut-être plus marcher que la décision qu'ils ont prise. Parce que la décision, c'est vrai que c'est pour la sécurité de toute la population.
Mais ce n'est pas pour que la population puisse tomber. Pour ces usagers, on ne peut faire le bonheur de quelqu'un malgré lui. Cela ne règle pas le problème. Ce que moi, je demanderais à nos autorités, avant de prendre une décision, il faille qu'ils réfléchissent correctement, qu'ils mûrissent la décision avant de la prendre. Sinon, dire A aujourd'hui et demain B là, c'est un peu honteux. Pourquoi ils avaient refusé? Et pourquoi ils acceptent aujourd'hui? Aujourd'hui matin, nous sommes venus et on a vu que les gens ont mis les croix qui veulent nous casser d'ici. Depuis 30 ans. Moi, j'étais encore petite quand ma maman a commencé ici, a commencé ce marché. C'est dans ça elle m'a nourrie, c'est dans ça elle m'a amenée à l'école. J'ai étudié, on a eu des diplômes, mais il n'y a pas de boulot. C'est pour cette raison que nous sommes venus rejoindre le marché. Et d'un jour à l'autre, on nous dit qu'on va nous casser d'ici. Est-ce qu'ils ont pensé à ce que les enfants vont devenir? Autant d'interrogations dont les réponses ne peuvent être trouvées que par les autorités. Mais il faut le reconnaître, le grand banditisme a cessé depuis la prise de la dite décision par l'autorité préfectorale. Voilà, Modeste Dossa Diwanou, ce sera l'essentiel à retenir au plan national, au compteur des informations en ouverture de Morning Live de ce samedi. Merci, merci donc, eh bien, chers confrères, nous allons revenir sur ce plateau Valentin Diboucha. Nous allons donc inviter le préfet du département du littoral, Modeste Toboula, à nous rejoindre sur ce plateau, s'il vous plaît, monsieur le préfet. Eh bien, vous êtes désormais à l'honneur. Vous avez suivi avec nous ce reportage qui venait de passer par rapport donc eh bien, à l'arrêté préfectoral qui a été pris. Valentin Diboucha, notre invité, est avec nous sur ce plateau. Voilà, Modeste Toboula, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, d'entrée de jeu, lorsque vous suivez cet élément, quelles sont les impressions qui vous animent? D'abord, il faut vous remercier pour le travail sérieux que vous abattez. Ça nous permet d'avoir un baromètre de mesure d'évaluation de nos activités, de nos décisions. Et ça nous permet aussi de constater quel est l'état d'âme des populations en ce qui concerne la mise en œuvre des décisions que nous prenons. Donc, moi, je suis très ravi. Je vous ai vu sourire. Oui. Vous savez, non pas pour se moquer, non pas du tout, mais avec un peu de recul, on constate que le chemin est long. Le chemin est long, et que nous avons du boulot, et cela nous donne beaucoup plus de motivation à évoluer. On dit que lorsque vous voyez la tortue penchée, c'est que c'est de loin que cela s'est passé. Est-ce que lorsque vous êtes venu à la tête de la préfecture de Cotonou, quelles sont les premières choses qui vous ont choqué? D'abord, l'insécurité et l'insalubrité. Vous savez, il faut d'abord partir du rôle du préfet pour comprendre quelles peuvent être les actions fortes qu'un préfet peut développer quand il est en fonction. La mission principale du préfet, c'est de représenter l'État central au niveau départemental. Les règlements indiquent qu'il est le représentant du chef de l'État, de l'ensemble du gouvernement, de chacun des ministres pris individuellement, et que dans cette fonction, le rôle du maintien de l'ordre lui est dévolu à titre premier, au niveau du département. Après lui, il y a le maire. Donc, dans ce rôle de maintien de l'ordre, il faut distinguer un certain nombre de volets. Il y a la sécurité publique, la tranquillité publique, les mœurs publiques, etc., la sûreté publique. Donc, du coup, si vous voulez développer des actions, il faut d'abord que ces actions se rapportent à vos attributions. C'est le premier constat. Le deuxième, c'est que par rapport à ces volets que je viens d'évoquer, il était important pour nous d'identifier les priorités en matière de maintien de l'ordre. Il faut rappeler que la deuxième fonction d'un préfet, c'est bien entendu l'exercice de tutelle. On y reviendra. Mais pour le premier volet, lorsque nous avons fait le diagnostic, nous avons vu que la sécurité publique était fortement menacée, avec un climat très conflictuel qui mettait en exergue des braquages tous azimuts. Il n'y a pas de semaine où il n'y a pas eu de braquages. En moyenne, à Cotonou, notamment dans la zone commerciale de Ganri, Bogbanou et de Nantokba. Donc cela nous a interpellés en tant qu'autorité. Nous avons convoqué ce que nous avons appelé le Conseil départemental de sécurité, qui est une instance de décision au niveau du département. Et c'est au cours de ce conseil qu'il s'est avéré la nécessité, n'est-ce pas, que l'autorité préfectorale que je suis prenne une décision forte. C'est vrai, les gens ne s'y attendaient pas parce que nous avons pris fonction le 28
Et le 7 juillet, nous avons signé cet arrêté. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referai dans la même manière, dans la même forme. Parce qu'il faut le dire, les questions de sécurité emportent sur toute autre considération. Vous savez, les principes constitutionnels d'un État de droit imposent à l'exécutif de garantir la sécurité publique à tous les citoyens, au même titre qu'un environnement sain. C'est d'ailleurs le socle de tout développement. Bien entendu, quand on se réfère à l'article 27 de la dite Constitution, celle du 11 décembre 1990. Donc, il faut d'abord que les populations comprennent qu'au-delà de nos intérêts particuliers, au-delà de nos différentes ambitions personnelles, égoïstes, en griffe, il faudrait qu'ils donnent la latitude à l'État central d'exercer ses prérogatives et de faire en sorte que le respect de la liberté des uns n'emporte pas sur, ne soit pas au détriment, n'est-ce pas, des intérêts des autres. Et ça, en matière de sécurité, on ne fait pas beaucoup de concessions. On décide et on assume. Vous ne verrez jamais en matière de sécurité un dispositif qui met en exergue la sensibilisation, la négociation. Parce qu'on ne négocie qu'autour d'un intérêt qui nous est commun. Et ici, l'intérêt qui nous est commun n'est pas un intérêt que chaque individu peut défendre. Il n'y a que l'État qui puisse défendre cet intérêt. Donc l'État décide et assume, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Voilà, mais ce qui choque dans cette prise de décision, c'est déjà le fait que tous les paramètres de cette décision n'avaient pas été bien approfondis avant qu'elle ne soit prise. Elle a été prise pendant les vacances, juste à la rentrée, vous vous êtes rendu compte que, attention, il y a deux axes fondamentaux qui devraient bénéficier d'une certaine faveur. Et il y a une dame dans l'élément qui disait que vous dites oui, pourquoi vous dites oui et vous dites non à la fois? Vous savez, en matière de maintien de l'ordre, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la règle? Le maintien de l'ordre, c'est en termes de prévention et de correction, si on peut s'exprimer comme ça. Il faut prévenir au maximum que possible les troubles. Et lorsque ces troubles, si malgré toutes les mesures que vous prenez, vous êtes dans une situation où les troubles arrivent, il faut rétablir l'ordre. C'est l'esprit du maintien de l'ordre. Et pour le cas d'espèce, nous sommes en matière de prévention et en même temps de rétablissement. Prévention, parce que cette mesure a permis, en tout cas, le résultat est là, depuis qu'on a pris cette mesure, il n'y a plus de barrage. Donc cette mesure a permis quand même de repousser les hors-la-loi, on les a acculés, d'accord? On les a délogés. Mais rétablissement, parce qu'on était déjà en crise sécuritaire. Le dispositif sécuritaire du département était totalement mis à mal. Les forces de l'ordre n'étaient plus du tout en phase avec les réalités. Il fallait un coaching pour les remettre dans leur rôle. Vous savez, tout part de là, le poisson pourri par la tête. Et si on n'avait pas pris cette décision, il y aurait pas, je ne peux pas vous dire ici le secret on a été un peu fou, même pour la mise en œuvre de cette décision. Donc, même au niveau des forces de l'ordre, il a fallu que je tape du poing sur la table et que je prenne mes responsabilités à un moment donné. Donc, il faut forcément qu'on comprenne que les questions de métier, notamment par rapport à cette décision, il faut l'apprécier de ces deux points de vue. Et troisième chose, il n'y a pas de situation figée en matière de sécurité. Les situations évoluent, les circonstances évoluent, et lorsque les circonstances évoluent, en tant qu'autorité, vous réajustez les décisions. Ce n'est pas une fuite en avant, ce n'est pas que ce n'est pas bien réfléchi, ça a été bien réfléchi. Avant qu'on ne revienne sur cette décision, notez que ça a fait 3 mois d'exécution. Cela dit qu'on n'a pas pris la décision aujourd'hui et on est revenu le lendemain. Et au cours de ces 3 mois, nous avons maîtrisé le mal. Vous avez vu, lorsqu'on a pris la décision, les hors-la-loi ont été obligés de chercher d'autres cibles. Ce qui a donné lieu, bien entendu, au braquage que vous avez observé au niveau des différents supermarchés. Cela nous a permis de développer d'autres stratégies de maîtrise de la situation. In fine, on a maîtrisé en tout cas le groupe principal qui opérait. Ils ont été mis hors d'état de nuire, totalement. Voyez-vous. Et ce n'est qu'après cela que nous avons jugé utile d'alléger, n'est-ce pas, les mesures au niveau de la zone commerciale, puisqu'on est autorité,
non pas pour évoluer tête baissée, mais on évolue avec les réalités de terrain, on évolue avec les réalités sociales. Et c'est encore les mêmes Béninois qui criaient de partout. Et donc, nous avons échangé avec les différentes autorités, y compris le chef de l'État, qui nous a quand même compris pour que nous puissions faire cette levée-là pour alléger un peu les peines des populations. Justement, monsieur le préfet Tobola, oui. Est-ce que vous ne craignez pas que les braqueurs ne prennent pas les deux axes-là en allégeant cette décision qui a été prise? Oui, il faut effectivement s'attendre à un risque, n'est-ce pas, de recrudescence de braquage. Vous savez, nous avons... on décide par la tête et on gère par le cœur. Nous avons pris cette décision, on peut dire, avec un peu de contrainte, en tenant compte du social, je le répète. Si on devait s'en tenir exclusivement aux exigences en matière de sécurité, on n'allait même pas alléger. Mais vous voyez, vous prenez une décision pour des populations qui ne comprennent pas forcément les motifs pour lesquels vous êtes obligé d'agir comme ça en tant qu'autorité publique. Il faut forcément tenir compte de ça. Alors, nous avons mis en place un dispositif qui puisse quand même empêcher cette recrudescence. C'est vrai, il faut le noter. Il y a eu déjà 2 tentatives dans la zone. Après la levée, il a fallu la proactivité, n'est-ce pas, des forces de l'ordre, notamment le commandant de compagnie de Cotonou, le capitaine Béanzé, qui, avec le système de renseignement que nous avons mis en place, avec le système d'alerte que nous avons mis en place, parce qu'il fallait s'y attendre. Cela nous a permis de déjouer rapidement ce cas de braquage. J'ai rendu compte à ma hiérarchie, au chef de l'État. Et vous voyez, avec la complicité des agents des supermarchés. Donc ceux qui crient forcément pour dire il faut alléger, ne sont pas des gens qui ont un intérêt public à défendre. Mais c'est beaucoup plus pour avoir la latitude d'être en complicité avec ces braqueurs et d'opérer, et pour opposer cela maintenant aux autorités pour dire les mesures ne sont pas correctement réfléchies. Monsieur le préfet, s'il vous plaît, après donc cet arrêté préfectoral qui a été pris et qui a été appliqué, il y a eu une autre conséquence néfaste, le rançonnement. Certains agents des forces de sécurité publique qui, en principe, devaient empêcher les gens d'aller dans ces lieux-là, préfèrent les rançonner tranquillement pour les laisser passer. À votre niveau, qu'est-ce qui sera fait pour que, bon, on n'en résiste plus ce genre de situation? Vous abordez là une question très sensible, et je vous en remercie. Vous savez, le chef de l'État est extrêmement rigoureux par rapport à cette question. D'ailleurs, la bande rouge qui passe là parle des numéros verts sur lesquels on peut appeler ou envoyer des messages pour... J'ai personnellement, je ne vous le cache pas, on est entre nous, j'ai personnellement essuyé beaucoup de revers par rapport à cette question, vis-à-vis des forces de l'ordre. C'est à croire même que j'étais de connivence avec ces forces de l'ordre pour instaurer une autre mangeoire. Voilà. Non, ce n'est pas le cas. Vous savez, l'homme est réfractaire au changement. Ce qui se passe, la révolution qui se passe au niveau des forces de l'ordre est une révolution inhabituelle. Voyez-vous. Moi, j'ai enfermé, j'ai mis aux arrêts de rigueur de 8 jours fermes des gendarmes à cause de cette affaire de rançonnement. Ou dans ma patrouille, parce que si vous êtes préfet, bon, nous avons la chance d'être un peu jeunes, donc on peut s'exercer, on peut déployer beaucoup plus d'énergie. Si vous êtes préfet, que vous restez dans vos 4 murs du bureau et de la résidence et que vous ne sortez pas pour vous enquérir des réalités de terrain, vous serez en déphasage des décisions à prendre. Moi, il m'est arrivé dans une patrouille nocturne avec mon garde du corps et d'autres policiers que nous ayons des cas. On m'a moi-même imaginé personnellement qu'on puisse tenter de me rançonner. Les gendarmes ne savaient certainement pas que c'était le truc. J'ai décliné, quand la tentative a été faite 2 fois de suite, j'ai décliné enfin mon identité, mais ça n'a pas permis à ces gendarmes-là de se rendre compte de la gravité de l'acte qu'ils posaient. J'ai pris mes responsabilités immédiatement. Je voulais aller plus loin, mais bon, en matière de sanctions, il faut aller graduellement. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes à cheval sur la question. Et par rapport à ce qui se passe dans la zone commerciale, j'ai été très clair vis-à-vis de la hiérarchie policière. Enfin, je veux dire des forces de l'ordre qui sont sous ma férule. Le premier policier qui sera pris, que ce soit en flagrant délit ou après investigation, qui a eu de rançonnement,
va subir toute la rigueur de la loi. Mais qu'est-ce que les tests prévoient? Lorsque, par exemple, quelqu'un violait ces prescriptions-là, qu'est-ce qui est prévu par les tests? Est-ce qu'il y a une... Oui, il y a d'abord au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie un décret qui organise le fonctionnement, n'est-ce pas, de ces unités. Donc les sanctions sont prévues dans ces différents décrets. Mais au-delà de ça, moi, en tant que préfet, la loi me donne la plénitude des pouvoirs, n'est-ce pas, en matière de sécurité, de gérer le personnel de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Donc je peux déterminer à mon niveau les sanctions qui me plaisent, en conformité, n'est-ce pas, avec ces règlements et les appliquer. Et moi, je n'ai pas froid aux yeux de le faire. Et les policiers le savent. J'ai, en conformité avec la hiérarchie, n'est-ce pas, on a demandé aux policiers d'avoir forcément leur nom inscrit sur leur tenue. C'est vrai qu'à y réfléchir de loin, si on pousse les réflexions, ce n'est pas forcément la meilleure formule. Il aurait peut-être fallu un même matricule ça va être plus, parce que lorsque... Ça risque de compromettre le policier dans l'exercice de ses fonctions. Non, pas forcément. Parce que lorsque je m'identifie que c'est un frère qui est en train de m'arrêter, je peux tout de suite lui rappeler la généalogie et puis bon... Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que, vous savez, on peut mal lire. Un usager peut ne pas bien lire le nom d'un policier et ça pourrait donner lieu aussi à des règlements de compte. Oui. Mais lorsqu'on a un numéro matricule, a priori, on ne sait pas qui est derrière le numéro matricule. De toute façon, c'est des propositions que nous allons faire à la hiérarchie qui sont en train d'être faites déjà pour que nous puissions remédier à cela de façon durable et de façon professionnelle. Mais pour l'instant, puisque c'est la norme qui existe aujourd'hui, c'est que les policiers doivent avoir leur nom inscrit sur le... Bon, maintenant, il y a eu un problème. Bon, je ne voulais pas le poser ici. Il faudrait que l'État central aussi accompagne ce mouvement parce que là, les policiers, c'est eux-mêmes qui prennent en charge cette dépense, etc. Les réflexions sont en cours. J'ai discuté, il y a cela à peine 2 semaines, avec le directeur du cabinet militaire du chef de l'État à ce sujet. Et je crois que les réflexions sont en cours pour que désormais, au niveau de chaque agent de police, on ait les identifiants pour que les dénonciations soient faites en règle de l'art. Voilà, vous gérez un territoire qui est confondu à la superficie d'une mairie. Cela forcément entraîne des conflits puisque vos décisions parfois ne peuvent pas être bien comprises, surtout de quelqu'un qui vient en remplacement à un ancien chef d'État et qui donc à partir de ce moment trouve que la mairie de Cotonou, c'est plus qu'une mairie, on a comme l'impression. Comment vous gérez, comment arrivez-vous, n'est-ce pas, à concilier les deux prérogatives? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 fonctions essentielles pour le préfet en matière de maintien de l'ordre, en matière de représentation de l'État central, mais aussi en matière de gestion de la tutelle. Enfin, en matière de gestion des communes, le rôle de tutelle. C'est une opportunité pour le département du littoral que les limites territoriales du département soient confondues aux limites territoriales de la commune de Cotonou. Mais il faut d'abord être dans une certaine dynamique pour comprendre que c'est une opportunité. Si nous restons toujours, et là je vais choquer un peu, vous m'excuserez, la vérité choque. Mais si nous restons dans une dynamique où on veut régner au détriment du développement, on va percevoir cela comme une menace, comme une mauvaise chose. Mais si nous inscrivons dans la dynamique du développement, en tout cas ce qui devait être l'objectif primordial d'une autorité publique, c'est une opportunité, une très grande opportunité. Vous avez aujourd'hui Cotonou, qui est la plus grande commune du Bénin. Non seulement en termes d'infrastructures, en termes de population, bon, en développement. Alors, le budget de la commune de Cotonou avoisine en moyenne 15 à 16 milliards tous les ans. Imaginez qu'on puisse réellement investir ces 16 milliards dans la vie des Cotonnois. Je ne pense pas que Cotonou serait encore à ce niveau. Mais, vous avez l'impression que les 15 milliards auparavant ne sont pas investis réellement dans la vie des Cotonnois? Ne sont pas judicieusement non, mais vous savez, j'aime plus souvent faire ce débat pour 2 raisons. Parce que tout de suite, on y voit des objectifs politiques, une envie de ternir l'image de la mairie. Cela ne m'amène pas à aller de l'avant. L'essentiel, c'est d'aller de l'avant.
Et aller de l'avant aujourd'hui, c'est orienter la tutelle de Cotonou vers la direction du développement. Aujourd'hui, forcément, il y a des habitudes qui sont dérangées et il faut s'y attendre. Moi, je n'ai que ça à faire. Vous m'excuserez. Mais quand je dis que ça à faire, c'est lourd. Le que ça à faire est lourd. Je sais de quoi je parle. On a l'impression que, bon, le préfet n'a qu'une seule commune, c'est pourquoi elle est désœuvrée, etc. C'est faux. Cotonou aujourd'hui, si nous devons être dans une dynamique si nous devons faire des prospections pour l'avenir, Cotonou doit être divisé en 3 communes. On aura Cotonou 1, Cotonou 2, Cotonou 3. Cotonou 1 qui s'entend de toute la zone après jusqu'au Bélier, de part et d'autre. Cotonou Centre, juste après le pont, je peux dire le pont y compris, juste après le pont, jusqu'au stade de l'Amitié. Cotonou 3. Et Cotonou 3, du stade de l'Amitié jusqu'à Cotonou. Donc, déjà, si vous prenez la tête des arrondissements de Cotonou aujourd'hui, c'est des communes en miniature. Donc, ce n'est pas aussi simpliste. La vision simpliste que nous avons de la gestion de Cotonou, dans la réalité, ne l'est pas si on veut travailler. Je dis bien si on veut travailler. Donc, pour nous, c'est une opportunité que nous allons mettre au profit de la population. Quels que soient les intrigues politiques qui puissent arriver, notre objectif, c'est de travailler, comme l'a dit le chef de l'État. Nous avons un mandat de rupture, que les gens comprennent. Vous m'excuserez, moi, je suis le premier contractuel de la préfecture. Je ne travaille pas dans l'esprit de m'éterniser à la préfecture. Excusez-moi, nous sommes entre jeunes. Moi, j'ai 20 ans de carrière devant moi. Si déjà, avant 20 ans, je me complais à travailler en restant au poste, c'est comme si je n'ai aucune vision de développement personnel. J'ai eu déjà la grâce de Dieu, aujourd'hui à 40 ans, d'être préfet. Donc, je dois travailler dans l'objectif d'évoluer. Et il n'y a que les résultats qui vous permettent d'évoluer. C'est notre vision. Et cette vision, le chef de l'État l'a imprimée et nous sommes prêts à l'accompagner. Monsieur le préfet, au-delà de cette décision qui a un tant soit peu relevé le défi sécuritaire, vous êtes également engagé à désengorger un peu les alentours des écoles et autres établissements publics. On vous a vu sur le terrain, on vous a vu déloger un bon nombre de commerçants. Est-ce que cette mesure couvre l'ensemble du territoire national? Et au jour d'aujourd'hui, quel est le bilan que vous, en votre sein, vous faites? Parce qu'on a comme l'impression que ce n'est pas une mesure qui a été étendue partout. Il y a des zones qui ont été déguerpies, mais il y en a d'autres dont les alentours sont toujours pris d'assaut par les commerçants. Vous savez, en matière de maintien de l'ordre, vous savez, les questions de déguerpissement aussi sont des questions de maintien de l'ordre, y compris la salubrité publique. C'est le volet de la salubrité publique. Il faut d'abord reconnaître que mes autres collègues ont aussi pris la mesure à bras le corps et ils sont en train de la développer au niveau des autres départements, notamment l'Atlantique et un peu aussi à Parakou, etc. Ça veut dire que, en toute modestie, que ce n'est pas seulement à Cotonou, la mesure a quand même eu un effet au plan national. Deuxième chose, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que il faut voir Cotonou comme, excusez-moi le terme, le danger. Tout part de Cotonou, tous les actes d'incivisme les plus criards sont à Cotonou. Tout est concentré à Cotonou. Cotonou. Tout est concentré à Cotonou. Vous avez un département qui, du point de vue limite territoriale, est petit. On peut l'exprimer, on peut le voir, on peut le constater. Mais qui, du point de vue poids, est très lourd. Ah oui. C'est ici qu'il y a l'ensemble des institutions de la République. La présidence, le domicile chef de l'État, le domicile des ambassadeurs, les ministères, le domicile les offices des ambassades, etc., etc. Donc, vous avez un petit territoire, mais sur lequel est concentré l'ensemble des potentialités économiques, politiques et sociales du pays, y compris les centrales syndicales, le siège, etc. Donc, vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs que les autres. Vous avez des urgences, des priorités qui ne cadrent pas forcément dans le même temps avec les priorités que peuvent définir d'autres préfets. Donc, naturellement, à bon droit ou par des circonstances, je me vois être en train d'opérer des choix, d'abord pour sécuriser mon département,
Ne me demandez pas d'aller travailler dans les autres départements. Je ne t'approche pas d'abord. Je parle justement de Cotonou, monsieur le préfet. Juste sur le territoire de Cotonou, est-ce que cette décision, elle couvre l'ensemble Elle couvre l'ensemble du territoire. Il faut reconnaître que les difficultés que nous avons. Vous savez, la préfecture, je suis arrivé au niveau de la préfecture, fort heureusement que le chef de l'État. Alors là, vraiment, je voudrais lancer un grand remerciement. Je crois que l'ensemble de mes collègues ne m'en voudront pas, ils ne m'en voudraient pas si je le fais ici, parce que le chef de l'État a pris à bras le corps le fonctionnement des préfectures et les dispositions sont en train d'être prises pour améliorer de façon circonstancielle, j'allais dire de façon vraiment substantielle, le fonctionnement des préfectures. Et là, je voudrais vraiment remercier le chef d'État pour ça. Vous avez des préfectures qui ont des budgets, excusez-moi le terme, des budgets totalement nuls, et ils exercent une tutelle sur des communes qui ont des dizaines de milliards. Du coup, si vous êtes un préfet qui n'est pas suffisamment fort dans la tête, le risque de ne pas travailler est grand. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour faire ce genre d'opération, la préfecture n'a pas de budget pour le faire. C'est par acrobatie que nous arrivons à faire ce genre d'action pour quand même ne pas rester inactif, pour quand même appliquer les décisions que nous prenons. Pour le faire, il faut forcément recourir encore à la mairie, aux ressources de la mairie. Vous savez, quand vous déployez une pote char, et des camions pour aller ramasser des gravats, une seule opération, nous savons ce que ça coûte, on ne peut pas le dire ici. Mais il faut le faire, il faut le faire. Parce que les populations ne veulent pas s'exécuter. Force devait rester à la loi. Il faut que l'État aujourd'hui affirme sa personnalité. Nous ne sommes plus dans une gouvernance où c'est la rue qui commande l'État. Il faut que les Cotonois comprennent définitivement que ça a changé. La rue ne gouvernera plus le département du littoral, en tout cas en ce qui nous concerne. Voilà, je voudrais bien, hein, vous avez décidé de balayer ou de faire de la salubrité chaque début de mois. Mais on a comme l'impression qu'au niveau décentralisé, je vais parler de la mairie, des arrondissements. Au début, on a vu quelquefois le maire à vos côtés. Mais on a comme l'impression que ça n'a pas été pris à bras le corps au niveau des arrondissements. Vous êtes une émanation du ministère de l'Environnement ou du cadre de vie aujourd'hui, ça se comprend. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'amener les personnalités au niveau déconcentré à entrer dans la danse? Que dans tous les arrondissements de Cotonou, par exemple, on voit les gens en train de faire de la salubrité chaque début de mois. C'est une très belle question que vous posez. Vous savez, il faut avoir une idée claire sur la répartition des rôles. En règle générale, le rôle du préfet n'est pas d'être à l'opérationnel. Le rôle du préfet, c'est de décider et de désigner les autorités inférieures qui doivent appliquer les décisions de la préfecture. Et comme je l'ai dit, cet arrêté a été pris dans l'esprit de la salubrité publique, qui est un maillon du maintien de l'ordre, dont le préfet est le premier garant au niveau du département. Donc, le préfet peut bel et bien, en cette matière-là, réglementer, faire une réglementation. Ce qui a été fait. Mais lorsque la réglementation est prise, il revient au maire de Cotonou et aux différents démembrements d'exécuter cette disposition. Puisque l'arrêté, en son dernier article, l'a bien précisé pour dire le président a été, le maire, les autorités qui doivent exécuter cette disposition ont été désignées nommément. Donc chacun n'a qu'à faire son boulot. Mais il faut reconnaître une chose, la mairie déploie des efforts, mais comme vous le constatez, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Vous avez fait un constat, je fais le même constat. Ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est vrai, le maire est en train de prévoir que le budget de 2017 sera essentiellement consacré aux questions de salubrité, mais pour l'instant, il faut donner suffisamment le cap, il faut donner suffisamment l'exemple pour que l'année prochaine, ça soit le cas. J'espère que les autorités municipales à divers niveaux vont prendre ça en tête. On va revenir, vous allez rester avec nous, monsieur le préfet. On va évoluer un peu dans le débat. Si je retourne peut-être vers Modeste Dossane, qui est le policier de la parole ici. On va évoluer un peu dans le débat et vous restez avec nous, on reviendra à vous tout à l'heure. Oui, Brice Bilaï, j'ai dit, je ne sais pas si vous avez des informations à nous donner sur la scène internationale, des informations venant de l'Afrique. Si vous êtes prêt pour ces informations-là. Bien sûr, des informations venant de l'Afrique. Oui, bien sûr. Mais avant, nous allons suivre l'essentiel de l'information parue dans les journaux de cette semaine, la revue de presse hebdomadaire.
Bonjour. Visite dans le Septentrion ce jour. Talon tentera un apaisement des tensions à Séméret. C'est avec ce titre affiché à la manchette de l'autre quotidien de vendredi que nous ouvrons les pages de la revue de presse de cette semaine. Bienvenue une fois encore à toutes et à tous. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Le journal L'autre quotidien, puisque c'est avec lui que nous avons démarré, l'autre quotidien qui s'est basé sur des sources qu'il a jugées sûres, à défaut donc d'une communication appropriée de la présidence de la République. Le journal L'autre quotidien, disais-je, nous informait donc ce vendredi que Talon se rendait au nord pour y régler le différend né de la succession au poste d'imam de la mosquée centrale de Séméret. Un conflit qui a laissé des traces il y a quelques semaines avec des affrontements sanglants et meurtriers. On se rappelle. L'autre quotidien précise dans cette émission que Talon pourrait être accompagné de Abdoulaye Biotchane, son ministre. Non, rétorque le télégramme du même vendredi 11 novembre. Talon descend à Parakou 7 mois après sa prise de pouvoir. C'est ce qu'écrit le télégramme et qui, pour contredire l'autre information donnée par l'autre quotidien tout à l'heure, parle de commercialisation du coton au menu de ce voyage du chef de l'État. Le journal explique même qu'il y va pour une première tournée, une toute première, après avoir essuyé plusieurs critiques de l'opinion publique. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Patrice Talon entame sa première tournée dans le Septentrion. Ceci fait suite à plusieurs critiques dans l'opinion publique. C'est le télégramme qui l'écrit. Et même si le télégramme reconnaît que Séméret se trouve dans le plan de voyage de Patrice Talon, il ne manque pas de souligner deux aspects importants. Talon veut d'abord renforcer le leadership d'Abdoulaye Biotchane dans la localité, au niveau de Waké bien sûr, et surtout miroiter aux populations, selon ce journal, son attachement afin d'avoir le regard sur le coton. Son regard à lui, Patrice Talon bien sûr, sur le coton. Allez-y comprendre quelque chose. La priorité et le matin s'intéresse justement à l'actualité sur le coton, titre et en parle dans leur parution de vendredi. Le premier parle du paiement des arriérés aux transporteurs au titre de la campagne cotonnière 2015-2016 et écrit en manchette « L'AIC collecte 5 milliards pour solder les dettes » pour parler justement de ce paiement des arriérés aux transporteurs au titre de la campagne cotonnière 2015-2016. Et le second, le matin, frappe rouge sur blanc, comme vous le voyez juste derrière moi. L'AIC s'engage à payer les 5 milliards aux transporteurs. Avec un détail, les transporteurs devant les guichets dès mardi prochain. Ça veut dire qu'ils auront l'argent dans quelques 2 jours ou plus. Mais de quels 5 milliards s'agit-il exactement? Il s'agit, nous informent les journaux, d'une dette laissée par le régime Yahi au terme de la campagne cotonnière passée. Un peu plus de 5 milliards de francs CFA dus aux transporteurs et que Talon et compagnie voudraient leur rembourser maintenant. Les détails sont donnés dans les différents journaux qui sont parus cette semaine. Et à le matin de ce vendredi d'apporter plusieurs autres clarifications pour faire mieux comprendre ce dont il s'agit. Et le matin, dans sa parution de vendredi, apporte plus de clarifications sur certains faits précis pour faire mieux comprendre ce dont il s'agit. Eh bien, au titre des dettes envers les transporteurs, il s'agit de 4,276 milliards de francs CFA détaillés par Le Matin. Et pour ce qui est des dettes envers les prestataires au profit des organisations professionnelles agricoles, le journal parle de 200 millions de francs CFA environ. Et envers les transitaires et manutentionnaires, eh bien, la dette s'élève à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Tout ceci que l'AIC s'engage à payer. C'est colossal, dis donc. Mais la décision a été prise lors de la réunion de jeudi dernier
pour le remboursement de ces dettes aux transporteurs. Eh bien, on va les payer et leur donner le sourire à ces acteurs du secteur. Cette semaine, il s'est agi de budget, notamment celui de 2017. Et presque tous les journaux ont relayé le passage des ministres devant la représentation nationale. C'est d'abord l'économiste qui s'intéresse à la question par rapport au ministre Abdoulaye Biol-Tchane et qui écrit « Biol-Tchane à propos du budget 2017 de son ministère, bien sûr, nous allons transformer notre économie. » C'est lui, Biol-Tchane Abdoulaye. À l'hémicycle, il l'a dit cette semaine. L'autre quotidien et Nord-Sud quotidien parlaient respectivement jeudi et vendredi, du jeune ministre des Finances, Romuald Wadani, lui qui présentait et défendait devant la représentation nationale aussi le budget de loi de finances 2017. Et à l'autre quotidien, d'écrire que le jeune ministre Romuald Wadani a séduit les députés par sa compétence. C'est l'autre quotidien qui le dit. Et le Progrès reviendra tout à l'heure avec sa parution de vendredi pour constater que le budget de Lazare Serhuito était plutôt consacré au secteur privé. 11,5 milliards de francs CFA pour accompagner le secteur privé. Et pour Falco Villon, le rédacteur de cet article, mon confrère, eh bien, il s'agira d'apporter quelques détails dans l'augmentation du budget du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat par rapport à celui de 2016. De nouvelles actions sont programmées à suivre les écrits de Falco Villon, bien sûr, et 62% du budget iront au secteur privé. Et selon le ministre du Commerce, Lazare Serhuito, les gens pensent que le ministère produit. Mais non, ni le pain ni le riz ne sortent de ce ministère, pas du tout. Il a juste pour rôle d'accompagner le secteur privé, dit le ministre. C'est le rôle qui est dédié à ce ministère. Dans un brillant exposé devant les représentants du peuple, Lazare Serhuito a détaillé les 3 nouveaux aspects qui imposent l'accroissement du budget de ce ministère. D'abord, le Bénin est envahi par tous les produits. Nous sommes un collecteur de déchets venus de partout. Dieu du ciel, eh bien, le Bénin ne fait aucun contrôle, selon le ministre, de ce qui vient sur son territoire et qui est destiné à la consommation. Produits alimentaires ou non, nous envoyons tout, nous consommons tout et sans aucun contrôle. C'est le ministre qui l'explique et c'est le premier justif de ce que cet accompagnement devait venir. Deuxième chose, les produits béninois sont refoulés par le Nigeria parce que nous ne suivons aucune norme du NAFDAC. Il faut que nous ayons une structure fiable au Bénin et avec laquelle le NAFDAC sera en partenariat comme d'autres structures dans le monde pour que nos produits soient acceptés. Dixit Lazare Serhuito, ministre du Commerce. Troisième aspect qu'il a relevé, nous avons besoin d'une mise à niveau de nos entreprises. Le Bénin reste trop concentré sur les industries alors que le monde entier parle de petites et moyennes entreprises. C'est ça la démonstration qu'a faite le ministre Lazare Serhuito et à lui de promettre « Nous allons faire en sorte que l'artisanat ne soit plus de la bricole, mais de véritables entreprises. » Pour le Progrès paru ce vendredi 11 novembre, parlant toujours de ce passage des ministres devant les députés, le Progrès écrit « Le ministre Lazare Serhuito parle du fondement du budget présenté, c'est ce qu'il a fait devant les députés. L'autre, José Didier Tonato, convainc les députés sur l'exécution de son budget, toujours à l'hémicycle. Et le troisième personnage, la ministre Rafiatou Monroux, elle, défend les axes stratégiques de la communication devant les députés. Cette semaine encore, mesdames, messieurs, Osvaldo Meki revient faire parler de lui à la une de plusieurs journaux. Unification des associations de supporters sportifs au Bénin, la FEBAS et l'UNAS fusionnent pour devenir CNS. Écrit l'autre quotidien, jeudi
le 10 novembre 2016. À en croire le journal, la Fédération béninoise des associations des supporters, FEBAS, et l'Union nationale des associations des supporters du Bénin, UNAS, les deux associations, justement, de supporters de football national, étaient divisées. Pourtant, elles ont le même objectif. Sous la houlette du ministre des Sports et après un travail de l'ombre et de longue haleine, la fusion est donc née. On parlera désormais donc de CNS, Conseil national des supporters du Bénin. Un leadership de Oswald Omeki, reconnu et applaudi par Léopold Wankun, président de la Fédération béninoise des associations de supporters FEBAS, Idrissou Akintoye, président de l'Union nationale des associations de supporters du Bénin UNAS, Julien Minavoa, du Comité olympique et sportif du Bénin. Initiative de réconciliation qui a fait écrire à la priorité de ce même jeudi que, je cite, Oswald Omeki réussit l'exploit d'une fêtière des supporters et qui renchérit en écrivant par la suite que Oswald Omeki est un ministre qui séduit le monde sportif. Encore bravo Oswald Omeki. Chers auditeurs de la revue hebdomadaire sur GovTV Africa, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le week-end prochain. Nous irons très rapidement en Tunisie où l'immolation par le feu de vendeurs ambulants a déclenché la révolution de 2011, vous le savez. Aujourd'hui, le pays s'inquiète de l'augmentation constante du nombre de suicides, l'un des signes de malaise économique et social qui frappe la société tunisienne. Reportage. En Tunisie, l'immolation par le feu de vendeurs ambulants a déclenché la révolution de 2011. Aujourd'hui, le pays s'inquiète de l'augmentation constante du nombre de suicides, l'un des signes du malaise économique et social que traverse la société. Si le geste de désespoir de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid a durablement marqué les esprits, cette hausse a déjà été notée depuis plus d'une dizaine d'années. Ce qui m'a poussé à tout ça, c'est d'abord le chômage et la misère dans laquelle je vis. Et puis ce que les gens disent sur moi. C'est sa femme qui le fait vivre. C'est elle qui paye l'eau et l'électricité. Je suis vraiment désespérée, vraiment. Et à chaque fois, je repense à la même chose, au suicide. J'espère de Dieu, du gouvernement et de l'Union des travailleurs qu'ils vont s'occuper de moi. في نفس الانتحار وفي نفس الحاجات وان شاء الله نتمنى من ربي ونتمنى من الحكومه ونتمنى من الاتحاد الوطني للشغل يتلهى بي انا ما حاجه حتى يتلهوا بيا. Pour nous, ces chiffres peuvent produire une sorte de choc. En fait, ils ne sont pas si inquiétants. Au contraire, ces chiffres montrent la vérité. Ils nous permettent de construire et nous sommes toujours optimistes. Des solutions existent. Pour nous, la solution est au moins de mettre une stratégie nationale pour lutter contre ce phénomène. Aujourd'hui, il y a une grande frustration. Il faut envoyer un message positif au peuple tunisien, dire que ce pays fonctionne, que nous espérons pour le mieux sur le plan économique. Les domaines économiques, sociaux, politiques doivent être accompagnés par des messages positifs. Créé début 2015, après les signaux d'alarme de nombreux professionnels, ce comité dépendant du ministère de la Santé a été chargé de la mise en place d'une stratégie nationale de prévention avec notamment pour la première fois la collecte de chiffres au niveau national. Désormais élu président des États-Unis d'Amérique depuis le 8 novembre dernier, Donald Trump a indiqué qu'il penserait les plaies profondes du pays et qu'il serait le président de tous les Américains. Il a aussi salué sa rivale malheureuse, Hillary Clinton, pour ses années passées au service des Américains. Donald Trump, tout juste élu président des États-Unis, s'est engagé dès ce mercredi à être le président de tous les Américains. C'était lors de son discours, sur un ton apaisé et rassembleur, au thème d'une campagne très harmonieuse qu'il a opposée à Hillary Clinton. Il a indiqué avoir déjà reçu un appel de sa concurrente, la secrétaire d'État, qui l'a d'ailleurs félicité. Il a aussi félicité à son tour, sans oublier sa famille, pour avoir travaillé dur pendant cette campagne.
Hillary has worked very long and very hard over a long period of time. Hillary a travaillé très longtemps et très dur, et nous lui sommes vraiment redevables pour ces années au service du pays. I mean that very sincerely. Now it's time for America to L'heure est bind the venue pour wounds l'Amérique of division. de penser les plaies de la division. Nous devons nous rassembler. À tous les Américains et les démocrates et tous les indépendants du pays, je dis qu'il est temps de se rassembler en une seule nation unie. United people. I pledge. Je m'engage à être le président de tous les Américains et c'est très important pour moi. And this is so important to me. Every single American will have the opportunity to realize. Tout Américain aura la possibilité de réaliser ses rêves. Les hommes et les femmes oubliés ne le seront plus. Will be forgotten no longer. Nous nous entendrons avec tous les autres pays qui ont la volonté de s'entendre avec nous. Nous aurons de très bonnes relations. Nous nous attendons à de très bonnes relations. Je veux dire au monde entier que même si nous nous assurons de privilégier les intérêts de l'Amérique, nous traiterons équitablement avec tout le monde, toutes les personnes et tous les pays. Nous chercherons des terrains d'entente, pas d'hostilité, pas de conflit, la coopération et rien que la coopération. Partnership, not conflict. Donald Trump reconnaît le travail abattu par Hillary Clinton. Il estime aussi que les États-Unis restent redevables envers la première dame qui a osé briguer la magistrature suprême des États-Unis. Le nouveau chef de la première puissance mondiale s'est aussi voulu rassurant à l'égard de tous les autres pays, a insisté le milliardaire élu, dénudé de toute expérience politique dont l'élection a plongé les États-Unis dans une incertitude totale. Retenez enfin que des centaines de manifestants se sont réunis en plein Manhattan à New York, vous le verrez sur les images, pour protester contre la victoire surprise du républicain Donald Trump à la présidence américaine. Voilà, Modeste Dosaniwadou, nous revenons sur le plateau. Ce sera l'essentiel des informations hors du Bénin et du continent. Merci. Il a été dit, nous avons encore 15 minutes passées avec le préfet Modeste Tobola sur ce plateau. Valentin Dibochin, j'ai une question pour le préfet. Préfet, j'ai le sentiment que les élus locaux semblent ne pas être associés aux questions de sécurité, c'est-à-dire en République du Bénin. Cela leur permet véritablement de fermer les yeux sur certaines propriétés indélicates qui ont coutume à héberger chez eux les hors-la-loi et complotent véritablement avec ces hors-la-loi parce que quand ils vont dépouiller les populations, ils ont des ristournes qui prennent. Alors, vous ne voyez pas qu'il faut associer désormais les élus locaux pour que la question de sécurité soit véritablement une question qui trouve de solution ici dans le département du littoral? C'est vraiment un paradoxe qui se passe à Cotonou. Vous avez les tests prévus que les questions de sécurité publique, de métier de l'ordre, incombent d'abord à chaque maire du ressort de son territoire. Si on était dans un schéma où il y avait 2 ou 3 communes dans le littoral, il reviendrait à chaque maire de prendre d'abord les mesures de sécurité publique du ressort de leur territorial, du ressort de leur territoire, et d'en rendre compte au préfet qui peut prendre des mesures plus aggravantes ou se substituer à ces maires et agir. Mais puisque nous sommes dans le cas où il y a l'unicité de communes et de départements, le maire de Cotonou doit forcément prendre des mesures relatives à la sécurité. Mais on n'en a jamais vu. C'est une démission de la part de la mairie. Il faut le dire. Non pas pour jeter de l'opprobre sur l'autorité, non, mais c'est un constat. Pourtant, ils prennent des primes pour ça. Je ne vais pas vous en parler ici. Donc, il faut forcément que les autorités municipales comprennent que la sécurité publique devrait être une priorité dans la gouvernance locale. Alors, nous, en tant que préfet, si il y a une autorité inférieure qui démissionne, on prend nos responsabilités. Il y a le pouvoir de substitution et surtout, en matière de police administrative, elle est d'office. Donc, il faut comprendre ces petits moyens des dispositions de l'ordre de décentralisation et d'application pour mieux apprécier le rôle du préfet. Ce n'est pas une volonté de ne pas associer les autorités municipales. C'est d'abord les autorités municipales qui sont investies du rôle
du maintien de la sécurité publique dans leur territoire et obligation leur est faite d'en rendre compte lorsque ces mesures sont prises ou en train d'être prises à l'autorité préfectorale qui apprécie soit pour confirmer cette décision ou pour prendre d'autres décisions plus aggravantes. Mais pour le cas des Sœurs de Cotonou, c'est une démission totale et nous sommes obligés d'assumer nos responsabilités. Oui, monsieur le préfet, avec ces explications, je suis tenté de vous demander quelle est alors la collaboration de la préfecture et la mairie, vu que c'est des décisions qui sont prises déjà au niveau de la préfecture. La mise en application est exécutée, maintenant il faut le suivi. Quelle est la relation en matière de sécurité, en matière de sécurité, il n'y a pas de problème. La police nationale, l'article 12 du décret 2002 portant organisation portant organisation de l'administration départementale était très clair. La police nationale, les forces républicaines sont aux mains du préfet, d'accord, dans leur mission de sécurité publique. C'est clair. Maintenant, le maire peut recourir à ces forces en dehors de la police municipale dont elle dispose tout naturellement. Le maire aussi peut recourir à ces forces dans cette mission-là lorsque les questions concernent son territoire. Mais il n'y a pas forcément une collaboration, il n'y a pas une obligation de collaboration en cette matière-là. L'État qui, comme je l'ai dit tantôt, a la prérogative constitutionnelle de garantir à l'ensemble de ses citoyens la sécurité, prend ses responsabilités et exerce son pouvoir pour garantir la sécurité. Et sur les autres mesures? Et sur les autres décisions que vous prenez au niveau de la préfecture, quelle est la collaboration avec la municipalité pour qu'il y ait de suivi? Parce il faut que reconnaître... une chose est de prendre les décisions, oui, mais l'autre, c'est que cette décision soit véritablement appliquée sur le terrain. Il faut reconnaître que par moment, il y a un peu j'allais dire... Oui, il y a des couacs. On n'a pas forcément la même perception. Et cela s'entend. Le maire est une autorité municipale élue. Moi, je suis une autorité nommée. Mais là, je voudrais rectifier quelque chose. C'est une mauvaise appréhension que de dire une autorité élue est supérieure à une autorité qui est nommée. C'est faux. Je vous dis, je vais vous le démontrer. Dans le cas d'espèce, le conseiller communal qui, du fait de la désignation de ses pairs, est élu maire, n'a pas une légitimité nationale. Elle a une légitimité locale. Par contre, le chef de l'État qui détient sa légitimité au plan national sur l'ensemble du territoire à 65%, en déléguant de façon permanente son pouvoir à un agent public nommé, a une légitimité plus étendue que la légitimité du maire. Ça, c'est une question de droit constitutionnel spécial. Alors, cela veut dire qu'un préfet qui représente la plénitude du pouvoir central au niveau du département est une autorité plus légitime en termes de pouvoir, en termes de représentativité tout court, en termes de puissance publique qu'une autorité élue au niveau d'une commune. Parce que le préfet, bien qu'étant nommé au niveau du département, gère plusieurs communes à la fois et exerce la plénitude du pouvoir de l'État central sur l'ensemble de ces communes. Et donc on ne peut pas le subroger à une autorité localement élue, Ceci étant, monsieur le préfet, quelle est alors la collaboration? La collaboration est très claire au niveau des tests. Il n'y a pas de tutelle sans test, il n'y a pas de tutelle des tests. L'essentiel, c'est la prédisposition de chaque autorité à aller dans le même sens. Il y avait eu quelques petites difficultés au départ, mais aujourd'hui, je pense que le maire et moi, nous sommes en phase sur un certain nombre de préoccupations. Nous avons convenu, lui et moi, que nous devons travailler pour le bien-être des populations. Nous avons convenu que même si une décision était prise, excusez-moi le terme, sans l'autre, que cette décision, dès qu'elle concerne le bien-être général, que nos divergences puissent nous permettre de taire nos égos et de rechercher l'intérêt des populations. Et je crois que c'est l'essentiel à retenir. Voilà, je ne vais pas vous laisser partir sans, parce qu'il y a Roméo Akpachema qui dit, il y a une autre décision maintenant qui casse encore, et qui casse. Et donc, quelle est cette décision et quelles sont bien fondées? Parce que c'est en connivence avec le ministère du cadre. Le déguerpissement à l'échelle nationale. Le déguerpissement, tout ça. De quoi cela retourne? À quoi doit-on s'attendre? Ça, c'est une très belle question. Vous savez, le 15 juin 2016, le gouvernement a pris une décision. Nous n'étions même pas encore nommés. Donc,
Nous, on a été nommé le 22, on a pris le 28. Le 15 juin, donc, comme je le disais, le gouvernement a pris ses responsabilités. Les questions d'urbanisation, tout court, pour être simpliste, relèvent d'abord de la mairie, mais l'État est garant de son territoire. L'État est propriétaire numéro 1 de tout le territoire. Je veux parler terre à terre pour qu'on comprenne. De même qu'il est loisible à un privé d'acheter un terrain et de faire les démarches pour avoir un titre de propriété et de se réclamer propriétaire d'une parcelle, je veux dire d'un domaine, l'État a aussi son domaine public et son domaine privé. Il y a le domaine public naturel, le domaine public artificiel, il y a le domaine privé de l'État que l'État utilise pour accompagner sa politique de développement. Et mieux, il faut reconnaître que, il faut dire que le domaine privé de l'État, les suggestions sur le domaine privé de l'État doivent être guidées par l'utilité publique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concéder un domaine privé de l'État à quelqu'un qui veut faire du commerce pour en faire des bénéfices personnels. Non, c'est impossible. Maintenant, nous sommes dans le cadre du domaine public. Il y a le droit public universel qui détermine les caractéristiques du domaine public. Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Cela dit... On avait déjà installé des buvettes sur des domaines publics. On est allé plusieurs fois faire le reportage, mais ça n'a pas été déguerpi. Je vous donne la garantie totale qu'à partir du 2 janvier, vous ne verrez plus ça. Vous comptez gagner ce pari-là? C'est déjà gagné, cher ami. Mais est-ce que vous n'êtes pas gêné d'avoir à vos côtés la mairie de Cotonou? Puisque il y a ceux que vous voulez déguerpir, ils vous diront que la mairie, qu'ils payent des taxes à la mairie de Cotonou. La mairie est un délégataire du pouvoir de gestion de domaine public. C'est l'État qui est propriétaire. La mairie est un démembrement de l'État. La mairie ne devrait même pas aller contre des mesures prises par un gouvernement. C'est impossible. La mairie n'est pas une entité indépendante de l'État central. Il faut d'abord comprendre ça. Deuxième élément, toute suggestion, toute autorisation donnée sur un domaine public est totalement révocable à tout instant. Ceux qui viennent s'installer devaient le comprendre. On ne dédommage qu'un droit acquis. Vous savez, l'article 22 de la Constitution du 11 décembre 1990 a inscrit le principe du dédommagement. Et on dit juste et préalable dédommagement lorsque l'État veut faire une opération d'utilité publique et que des droits confirmés de propriété doivent être dérogés. Ce n'est pas le cas ici. Il ne s'agit pas ici des droits de propriété, chers amis. Il s'agit d'une occupation illégale. Même si cette occupation est sujette à une redevance que les intéressés payent à la mairie, cette redevance n'emporte pas sur le droit de propriété de l'État. L'État, comme tout propriétaire, veut récupérer ses terres, il n'y a pas de débat. Voilà. Monsieur le maire, monsieur le préfet, il serait difficile de vous laisser partir sans parler des cartes d'identité. Il y a toute une machine qui était installée à la préfecture et qui constituait, n'est-ce pas, une lourdeur administrative imparable. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la préfecture, on vous a vu taper de poing sur la table. Quelle est la situation aujourd'hui? Un citoyen lambda qui rentre à la préfecture, est-ce qu'il pourra faire sa carte d'identité dans les délais requis et partir tranquillement chez lui? Valentin, je te confirme que ça se passe dans les délais requis, puisque je suis allé remplir les formalités vendredi dernier. Vous êtes modeste de ça. Non, attendez que je vous parle, Valentin. J'ai rempli les formalités au même moment que certains, le vendredi dernier. Et déjà, le mardi à 17 h, on m'a appelé pour que j'aille chercher la carte nationale d'identité. Vous êtes modeste de ça. Oui, pourquoi vous le dites? Parce que je suis journaliste. Comme on a l'agenda là-bas, le préfet sur le plateau. Monsieur le préfet, je sais qu'il y a une grosse machine qui était installée là et qui rendait la tâche difficile. On vous dit que votre dossier est rentré dans la machine, mais à la sortie, la carte met du temps. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous promettez aux Cotonois? Il faut d'abord remercier l'opérateur économique qui s'occupe, n'est-ce pas, de ce dossier pour le fait qu'il ait compris notre objectif d'être proactif et de donner le service à la population dans le temps et qui a pris des dispositions pour qu'on y parvienne de façon raisonnable. Il faut maintenant dire que je mène une lutte acerbe contre mes agents dans ce domaine. Je suis très mal vu, je savais que c'est un monde très compliqué, y compris la police nationale, la police départementale, qui, d'une manière ou d'une autre, avec ces agents-là,
entretient une petite complicité. L'objectif, c'est de mettre en place un système d'une carte d'identité multifonctionnelle. Et je ne veux pas dévancer les faits, il ne me revient pas en tant que préfet, puisque la carte, vous l'avez dit, elle est nationale. Moi, je suis une autorité départementale. Bien que ce service public est rendu au niveau du département, il ne me revient pas de donner la priorité des réformes dans ce sens. Mais je peux vous garantir que dans les quelques semaines qui vont suivre, dans les quelques mois, vous serez très fiers d'avoir une carte nationale d'identité multifonctionnelle qui puisse vous permettre à la fois de faire des opérations bancaires, à la fois des opérations électorales. De toute façon, le chef de l'État est un homme ambitieux, vous le savez, il a les moyens de sa politique et se donne le temps de réagir pour donner satisfaction de façon durable. Dernière question avec Brice Villaïtidi pour que nous puissions refermer. Monsieur le préfet, j'ai très envie de vous demander si vous avez les appréciations de vos collègues préfets, parce que les Béninois ont l'impression que vous êtes le préfet du Bénin. Vous êtes tellement bouillant, qu'on a l'impression que les autres préfets n'existent pas. Excusez-moi. Est-ce que vous appréciez sur... Excusez-moi du peu, je suis moi. Moi, c'est modeste. Tomoula. Vous comprenez? Je ne veux pas me comparer à d'autres. Mais ce qui est important de retenir, j'ai été syndicat pendant 10 ans dans ce pays. J'ai développé la même énergie pour mon pays, dans le syndicalisme. Mais pourquoi me reproche-t-on de développer la même énergie lorsque j'ai la chance maintenant d'être que vos affaires disent vos collègues, vous n'avez pas répondu à la question. Non, les collègues, de toute façon, nous entretenons de très bonnes relations. Nous travaillons en toute symbiose au niveau... La preuve, ils n'ont pas de gêne, parfois, à prendre des mesures qui sont prises à Cotonou et à les dupliquer. Donc cela veut dire que, dans le fond, ils comprennent eux aussi que, bon... Je m'en voudrais de laisser partir. Monsieur le préfet, une toute dernière question. Vous avez de l'énergie à mettre à la disposition de vos administrés. On vous a vu prendre bon nombre de décisions. Et dans l'opinion publique, depuis la création de la cellule d'analyse des décrets au niveau de la présidence, ça se dit que c'est à cause de vous que cette cellule a été créée au niveau de la présidence, compte tenu de vos nombreuses décisions qui ne sont pas forcément bien vues de la part des populations. Il aurait fallu que la décision dise que c'est les arrêtés préfectoraux uniquement qui sont concernés, que je vous donnerai compétent satisfait par rapport à sa personne. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Vous savez, c'est naturel. Hein, quand on ne jette de pied qu'à l'homme qui porte un fruit, ce n'est pas pour m'égosier, ce n'est pas pour me prendre la tête. Non. Je suis convaincu d'une chose. Le gouvernement qui est en place n'est pas un gouvernement qui dénie ses autorités. Ce n'est pas un gouvernement qui dénigre, pour être encore plus aggravant, ce n'est pas un gouvernement qui dénigre ses représentants. Ce n'est pas la peine de chercher à expliquer je ne suis pas membre du Conseil des ministres, je ne suis pas le chef de l'État. Donc, il y a eu... C'est pour calmer un peu les ardeurs, j'allais dire, du préfet. Non, fort heureusement, il n'y a pas que le préfet qui est concerné. Il y a aussi les ministres. Est-ce qu'on va dire encore que c'est pour calmer les ardeurs des ministres? Non, je pense que c'est beaucoup plus pour les questions de collégialité, de cohésion gouvernementale. Vous savez, une équipe, la force d'une équipe se sent au maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible, ce n'est pas forcément le maillon que vous voyez. Ce n'est pas ce que vous pensez, ce que vous sentez. Le chef de l'État est le seul détenteur du pouvoir exécutif et il lui appartient d'organiser comment le fonctionnement de son équipe va se faire. Il a décidé et puis Trump a été élu. Oui. Trump a été élu aux États-Unis. Quelles sont vos impressions? Puisque vous avez soutenu un opérateur économique ici, ça s'est répété aux États-Unis. Il y en a qui n'avaient jamais vu un opérateur économique à la tête d'un État. Tous ceux qui m'avaient côtoyé dans ce débat, je leur ai toujours dit que Trump sera élu. Le monde est... Nous sommes à la croisée de chemin au niveau mondial. Les populations sont fatiguées des politiques. Et ça, c'est un exemple qu'il faut que nous prenions. Les États-Unis, la plus grande démocratie, il y a de cela quelques mois, j'entendais certains chefs d'État de l'Afrique et de notre pays dire que c'est jamais vu, c'est impossible, il ne faut jamais confier le pouvoir politique à un homme économique. Nous en sommes. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le monde est totalement en pleine mutation et vous allez voir que la politique étrangère des États-Unis va changer et cela aura un reflet sur la politique africaine et béninoise. Et c'est heureux d'avoir un chef d'État américain, un homme d'affaires pour le bonheur des populations de nos villes de travail. Modeste Togola, vous êtes le préfet du département du Littoral. Vous étiez notre invité sur ce plateau. Madame, Monsieur, terminus, tout le monde descend, comme on le dit. Nous avons eu
eh bien, la chance de recevoir le préfet Modeste Tobla sur ce plateau. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu. Modeste peut en cacher un autre. Oui, forcément. Il a certainement répondu à certaines de vos préoccupations. Nous aurons l'occasion encore de revenir avec lui sur ce même plateau. Madame, Monsieur, terminus tout le monde descend. On se retrouve demain matin si Dieu le veut.